Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 31 mars. Au sommaire cette semaine, 5 articles. Le digital et l'adaptation multiculturelle à l'heure de l'intelligence artificielle, à lire sur views.com. Les nouveaux paradigmes 2023 du retail du luxe, à lire sur forbes.fr. Avec Apple Pay Later, le paiement fractionné devient une fonction à part entière de l'iPhone, à lire sur usinedigital.fr. Comment le live shopping révolutionne l'e-commerce en Europe, à lire sur ecommercemag.fr. Ce que cherche le groupe Casino avec ses premières opérations dans The Sandbox, à lire sur usinedigital.fr. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse qui rassemble des articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Je vous souhaite une bonne écoute, évidemment toujours sans coupure. Le digital et l'adaptation multiculturelle à l'heure de l'intelligence artificielle, à lire sur views.com en date du 30 mars. Nous avons rencontré Stanislas Denervaux, cofondateur de DataWords. Sa spécificité, outre une expertise digitale complète, c'est l'adaptation culturelle du contenu des marques dans plus de 120 langues et pays. DataWords n'est sans doute pas assez connu, c'est pourtant un champion français de la tech avec un chiffre d'affaires de plus de 200 millions d'euros et plus de 1000 collaborateurs. Quelques mots sur DataWords, quel est votre métier ? Les marques internationales font appel aux agences de communication pour créer des histoires et aux agences tech pour créer des expériences. Mais quand il s'agit de raconter ou de faire vivre une expérience en digital à l'ensemble de ses clients, quelles que soient les cultures, quel que soit le device qu'ils utilisent, les choses se compliquent. C'est justement là qu'intervient DataWords. En effet, nous amplifions la performance des marques à l'international en rendant leur contenu pertinent localement. Pour ce faire, depuis plus de 20 ans, nous mettons à leur disposition plus de 1000 experts in-house internationaux dans les domaines du déploiement de campagnes à l'international, de la gestion de sites web et e-commerce, en s'appuyant sur le SEO, le social media, les technologies CMS, mais aussi la data, la création, la production et les compétences de linguistes issus du monde entier. Grâce à l'ensemble de ces expertises, nous aidons les marques internationales à localiser et déployer leur contenu à chaque culture, tradition, adaptation des assets de marque, intégration des contenus. Nous manageons de manière multiculturelle leur site e-commerce comme le déploiement international d'une nouvelle expérience digitale, l'animation de leur site, entre autres. Nous les aidons à lancer des campagnes produits multiculturels avec la création, la production, le déploiement des assets notamment, mais aussi à amplifier leur croissance omnicanale par culture en s'appuyant sur le SEO, le SIA, le social media, l'influence et le CRM. Et enfin, nous les aidons à prendre en compte la dimension multiculturelle dans leur transformation digitale en travaillant sur l'organisation, les process, la connectivité et l'automatisation. Comment vous êtes-vous développé ? Au début des années 2000, DataWords s'est développé en partant d'un concept niche à l'époque, mais prometteur. La performance globale d'une marque internationale dépend de sa pertinence locale. Depuis plus de 20 ans, toute notre offre s'est structurée autour de services qui aident les marques à rendre leur contenu pertinent, quelles que soient les cultures. C'est ce que l'on appelle le Multicultural Ingenuity. Nous avons accompagné nos clients fidèles en suivant le développement du digital et sa complexité grandissante en adaptant nos organisations, nos expertises et notre offre, car les grands mouvements digitaux créent de nouveaux besoins. Mais toutes ces évolutions ont été pensées avec le même prisme, celui du multiculturalisme. Nous prenons une très forte décentralisation avec plus de 25 antennes dans le monde, toutes pilotées par des natifs pour une adaptation culturelle pertinente. Nous innovons sans cesse pour créer une multicultural ingenuity s'appuyant sur des technologies, une organisation des valeurs qui permettent à tous nos experts, quelles que soient leurs origines, leur mode de pensée ou leur lieu de travail, de réussir à délivrer de la performance aux clients.
Le secteur du luxe a été le premier à comprendre que générer plus de performances à l'international requiert une adaptation multiculturelle pertinente et qu'il s'agit d'un enjeu de taille. Le second secteur à l'avoir parfaitement compris est celui de la beauté, mais aujourd'hui c'est devenu un enjeu commun à toutes les industries et tous les secteurs. Comment se gèrent les points complexes entre expertise et logique pays? Notre savoir-faire s'appuie sur un Multicultural Ingenuity Delivery Manager pour gérer tous nos projets. Il est le garant de la connexion entre toutes les expertises digitales et les cultures nécessaires pour délivrer de la performance à tous nos clients. Ces Delivery Managers sont formés quotidiennement pour travailler avec toutes les cultures et toutes les expertises digitales. Ils s'appuient sur des outils permettant de travailler en mode ultra décentralisé et suivent des process, voire des rituels qui nous sont propres et managent les connexions avec nos clients au niveau central et au niveau local. Quelle est la part du SEO? Quels sont les autres leviers? La demande de notre service multiculturel SEO est très forte. Cette évolution est due à plusieurs raisons principales. Selon moi, le SEO est aujourd'hui le premier canal de conversion en e-commerce. À lui seul, il représente 45% de la conversion d'un site e-commerce en moyenne. Il est de loin le canal le plus rentable pour les marques internationales. Il est aussi fortement drivé par la dimension sémantique. Le traitement local est donc clé pour la performance globale, mais aussi pour la brand consistency. Il n'existe pas de solution qui offre la performance locale avec une pertinence globale sur le marché en dehors de notre multicultural ingenuity. Voilà les raisons qui expliquent, selon moi, pourquoi la demande SEO avec un angle multiculturel est si dynamique. Que change l'intelligence artificielle, ChatGPT et consorts, à vos métiers? Est-ce une menace? Par principe, la technologie n'est pas une menace, mais une opportunité. Comme la machine à écrire et les ordinateurs ont été une opportunité, nous utilisons l'IA depuis de nombreuses années chez DataWords. Notre conviction à ce sujet est très claire. L'IA est un outil essentiel qui nous permet d'offrir à nos clients une pertinence locale encore plus forte. Comment? En automatisant certaines étapes du process. Via l'IA, nous focusons notre intelligence humaine sur les étapes clés qui amènent encore plus de pertinence locale et en aidant les marques à rendre les résultats d'une intelligence artificielle plus spécifiques à celle-ci. Cette approche permet de construire une mémoire multiculturelle de marque qui accélère fortement les process de déploiement à l'international et le rend moins coûteux. Donc, pour DataWords, l'IA représente surtout un outil puissant et non une menace. Le contexte international, notamment Russie et Chine, vous impacte-t-il? En Russie, il y a eu peu d'impact sur les activités digitales. En Chine, le développement des marques a été freiné, ce qui a eu un impact sur le volume de contenu à créer et à déployer. Mais le pays et les dynamiques se sont totalement inversées. La stabilité sanitaire qui semble se confirmer permet aujourd'hui un retour à la normale et la possibilité d'une reprise économique rapide. Il faut se préparer à une nouvelle effervescence chinoise dans les prochains mois. Et à plus long terme, un développement solide et régulier qui peut devenir une réelle opportunité pour nos économies occidentales. Quelles sont les prochaines étapes, tant pour votre marché que pour vous? Nous maintenons une croissance régulière en Europe au sein de nos 5 pays stratégiques qui sont le UK, la France, l'Allemagne, la Suisse et l'Italie. Notre croissance s'accélère en Chine car nous continuons à déployer des moyens humains avec plus de 100 personnes à Shanghai maintenant, tout comme aux États-Unis. Et nous étendons notre Multicultural Ingenuity en Amérique du Sud avec l'ouverture de nouveaux bureaux au Brésil et au Mexique. Concernant l'évolution de notre offre, l'e-commerce est au centre des stratégies de croissance des marques internationales. Avec un prisme multiculturel, nous renforçons donc chaque jour notre expertise dans ce domaine. Car même en e-commerce, la performance globale est la somme des performances locales. Et notre raison d'être, c'est l'optimisation des performances locales. Les nouveaux paradigmes 2023 du retail de luxe à lire sur Forbes.fr en date du 31 mars 2023. Le luxe réalise des chiffres records. Louis Vuitton, Cartier, Tiffany, Dior, Hermès enregistrent des résultats à niveau historique et pourtant les crises se succèdent, l'inflation monte. Depuis le Covid-19, les paradigmes de la consommation ont changé. Les entreprises entreprennent des transformations massives pour rester dans la course malgré un manque de visibilité sur le plan économique et
politique. Toutes les maisons de luxe confirment que le client est devenu encore bien plus exigeant depuis l'expérience douloureuse en 2020 de ne plus pouvoir faire des achats quand et où on en a envie. Le monde entier était confronté à une privation de liberté dans nos habitudes de consommation. Est-ce pour cette raison que les clients fortunés consomment maintenant davantage avec un niveau d'exigence astronomique? Pour mieux comprendre ce phénomène et dénicher les tendances dans le retail et tout particulièrement dans le secteur du luxe, je me suis entretenu avec Nicolas Rebet, fondateur du cabinet de conseil Retailoscope et expert du retail du luxe. Dans le monde du retail, on voit souvent l'émergence des nouvelles tendances aux États-Unis avant qu'elles arrivent un peu plus tard en Europe. Vous étiez récemment à New York pour le NRF, le plus grand show du retail dans le monde. Quelle méga tendance avez-vous pu identifier ? La première grande tendance globale de cette année de pleine recovery post-Covid marque en effet le retour de magasins finalement plus traditionnels et moins expérientiels. Le retail new-yorkais a fortement souffert de la crise et même si je m'attendais à encore plus de magasins fermés, les marques rationalisent, ouvrent des points de vente plus petits et clairement plus orientés vers la vente. Tout simplement, certaines marques ont gardé leurs flagships, bien entendu comme Nike ou Lego, avec une certaine dose de digital en point de vente. Cependant, on remarque aussi plus d'initiatives expérientielles où l'humain prend le pas sur le digital. Ainsi, dans le nouveau concept Starbucks au pied de l'Empire State, le client peut participer à des ateliers à fort impact relationnel comme savoir préparer un bon espresso martini ou encore savoir déguster les différents crus de café. Autre exemple, lors d'une conférence, le PDG d'Amit, maroquinerie premium, a expliqué que désormais, les vendeurs appellent les clients lors du retour en stock du produit désiré à la place du mail automatique et déshumanisé envoyé précédemment. Le système informe dorénavant le vendeur quel client a appelé. La couche d'humain fait toute la différence. Une certaine forme de back to upgraded basics est finalement notoire. Dans la distribution luxe et sélective en général, le digital devient plus que jamais une aide indispensable pour le vendeur, mais ne le remplace en aucun cas. Le digital doit devenir tellement fluide qu'il en devient imperceptible. L'émergence de nouveaux flagships comme chez Tiffany's, Dior ou Vacheron Constantin sont le fruit d'un secteur qui se porte extrêmement bien. Le flagship de la maison Vacheron Constantin est un véritable bijou, valorisation de la tradition et du savoir-faire horloger, immersion du client dans un univers de la maison, atelier de personnalisation et bien entendu découverte des garde-temps de haute précision. Elle concentre l'ensemble de ce qu'un client souhaite aujourd'hui, du beau, de l'intelligent, du personnalisé. Y a-t-il une tendance dans l'expérience client qui vous a particulièrement interpellé dans les différentes boutiques que vous avez visitées? Je dirais qu'il y a deux tendances qui me sont réellement apparues comme majeures. La première tendance est la disparition d'une grande partie des expériences digitales. Vu que l'e-commerce a pris sa place dans le parcours d'achat global, le client qui fait l'effort de venir veut de l'humain et une relation encore plus qualitative qu'avant. Symbole de cela, la disparition des QR codes. Au sortir du Covid, toutes les boutiques en étaient recouvertes. Dans les nouvelles boutiques, on ne trouve plus de dispositifs digitaux waouh pour deux raisons. La baisse du budget qui supprime ces nice to have et de l'autre, une prise de conscience des marques sur le fait que les clients utilisent ces dispositifs uniquement s'ils ont une réelle valeur ajoutée pour eux. En revanche, la digitalisation liée à l'omnicanalité ou l'usage de l'app en boutique continue à se développer. On parle de technologie discrète, la tech pour la tech est terminée. La seconde tendance qui m'a marqué, et particulièrement dans l'horlogerie, réside dans l'ajout d'un bar directement dans l'espace de vente, au sein même de boutiques nouvelles ou refaites. Ce n'est pas un bar ouvert à tous, mais un point d'attraction pour les clients qui, lors de l'achat d'une montre, délaissent le traditionnel bureau du vendeur pour s'asseoir sur des chaises hautes et échanger avec le vendeur de manière nettement moins formelle. Je l'ai vu chez Bucherer, Breitling, Rolex, Audemars Piguet, et dans une mesure un peu différente chez Cartier. Même si nous sommes dans le luxe, le client veut une proximité et le bureau du vendeur met une réelle barrière entre les deux. Le secteur du luxe met souvent la barre très haut quant à la construction des boutiques gigantesques dans les plus belles avenues du monde. Elles deviennent des véritables temples d'expression de l'ADN de la marque.
Quels beaux exemples avez-vous pu visiter récemment qui vous ont surpris ? De belles, voire de très belles boutiques, j'en ai vu plusieurs. Cependant, deux se distinguent malgré tout. La première, c'est le nouveau flagship d'Hermès à Madison Avenue. Cette boutique est véritablement à l'image de la philosophie de la maison. Une excellence qui mêle modernité, élégance, tout en préservant une dose de classicisme. Dans ce point de vente, on sent de profondes références aux 24 faubourgs, tout en apportant une vraie dose de modernité. On ressent cela à travers cet escalier qui conduit le client au sommet de la boutique pour y découvrir le métier du cuir, qu'elle bénéficie de l'éclairage naturel et d'une vue sur le jardin, sur le toit. C'est une boutique au sein de laquelle le client se sent bien et a envie de rester. La seconde boutique luxe qui m'a réellement surpris par sa beauté se trouve sur la 5e avenue chez Cartier, laquelle a été entièrement refaite en 2022. Les marqueurs historiques de la maison ont été préservés tout en y apportant de la clarté et une certaine forme de légèreté. Mais ce n'est pas tout, on note une véritable intégration de l'hospitalité tout au long du parcours client et même la création d'un bar au 4e étage pour recevoir les clients qui attendent leur rendez-vous avec un vendeur ou un SAV. Parce que cette maison était un véritable hôtel particulier, Cartier a souhaité lui rendre hommage en recréant une salle à manger au cœur de la boutique pour organiser très régulièrement des dîners avec des clients notamment. Très intéressantes sont aussi les expériences digitales qui sont systématiquement dissimulées derrière des portes. Cette astuce laisse au vendeur la capacité de présenter ou non l'expérience au client et non imposer un écran noir ou un film promotionnel qui tournerait en boucle. Ceci est une forme d'agilité très agréable pour s'adapter aux envies de chaque client. Des transformations du retail et l'alternance des attentes des clients nécessitent souvent une adaptation importante du personnel de vente. Quel profil de vendeur est cherché aujourd'hui pour répondre aux nouvelles exigences ? Le métier de conseiller de vente est en pleine transformation. Pour moi, il y a la version traditionnelle du métier que l'on garde comme socle d'origine et à cela, il faut ajouter ou développer des nouvelles briques métiers. La nouvelle génération de vendeurs, ce sont des personnes intimement portées sur la relation à autrui. C'est pour cela que le luxe aime de plus en plus recruter des talents venant du monde de l'hospitalité. Ainsi, tout ce parcours assure aux vendeurs de maîtriser la relation client, le mindset de la maison, avant de servir un client dans sa relation ultime avec un client, l'achat. Le grand vendeur dépasse alors le rôle du vendeur pour devenir ambassadeur, tel qu'il est décrit dans le livre « Manager les vendeurs du luxe, stratégie pour créer des ambassadeurs de marque ». En effet, nous voyons un intérêt grandissant de certains vendeurs pour une prise de parole sur les réseaux sociaux ou lors de live stream, par exemple. Par conséquent, cette nouvelle activité de vente en direct et à distance nécessite des compétences d'animateur auparavant impensables. De même, sur les réseaux sociaux, certains conseillers fédèrent des milliers d'abonnés sur leur compte et produisent du contenu avec les produits de la maison. Cette communication non chartée émanant du personnel de vente est un véritable enjeu. Elle permet de réaliser de nombreuses ventes et maintenir une réelle proximité sincère entre le vendeur et sa communauté de clients. Pour les maisons, il devient indispensable de définir des règles pour encadrer ces initiatives individuelles le plus souvent, mais dont la qualité ne correspond pas à ce que les équipes marketing produisent. L'objectif est de ne pas frustrer les personnels de vente désireux d'aller au-delà des murs de la boutique, ne pas se couper d'un chiffre d'affaires potentiel tout en limitant ou donnant des guidelines afin que la visibilité des produits respecte une certaine charte. Le métier évolue si les maisons veulent continuer d'attirer les jeunes talents sur les métiers de la vente et il faut absolument qu'elles réfléchissent à ces problématiques pour que les nouvelles briques fassent désormais partie de la vie quotidienne des équipes en magasin comme l'a été la digitalisation. Basé sur les tendances et observations, comment voyez-vous la place de la boutique de luxe dans les prochaines années ? Même si les maisons couvrent un territoire mondial, pour moi, il n'existe pas un luxe, mais des luxes régionaux. Chaque grande région va avoir une relation différente avec les boutiques et leur importance dans le parcours client global va lui aussi varier. Même dans le luxe, l'everywhere commerce prend tout son sens avec un client qui va en boutique, suit un live stream ou achète via l'app. Le degré d'intensité de chaque touchpoint va quant à lui varier selon
les régions. À l'intérieur de ces boutiques, les choses vont évoluer. Celles-ci vont de plus en plus prendre un tournant lifestyle et ressembleront plus à un salon de marque qu'une boutique aux étagères figées. Au fil du temps, le digital va devenir invisible et circonscrit à des usages ciblés. Quant au vendeur, je le vois comme un maître de maison qui accueillera, renseignera, organisera, fait plaisir à son client au milieu de son grand salon de marque. Avec Apple Pay Later, le paiement fractionné devient une fonction à part entière de l'iPhone, à lire sur lezinedigital.fr. En date du 29 mars, Apple va donner à ses clients une nouvelle raison d'utiliser leur iPhone pour payer leurs achats. L'entreprise a annoncé le 28 mars le lancement de sa fonctionnalité de paiement fractionné, Apple Pay Later, en bêta privée, ce qui fait officiellement de la firme à la pomme un nouvel acteur à part entière du crédit à la consommation, disponible uniquement aux États-Unis. Une sélection aléatoire d'utilisateurs américains va recevoir à partir de cette semaine un accès à la nouvelle fonctionnalité. Dans les prochains mois, selon le communiqué, elle sera accessible à tous les utilisateurs d'iOS 16.4 et d'iPadOS 16.4 aux États-Unis. Apple Pay Later va permettre d'étaler les paiements en 4 fois sans frais sur une durée de 6 semaines. Apple travaille sur Apple Pay Later depuis près de 2 ans et avait annoncé officiellement le service de BNPL en juin 2022. Il aurait dû sortir en même temps que la dernière version du système d'exploitation iOS 16 en septembre, mais aurait pris du retard en raison de problèmes techniques. Intégré directement dans Wallet. Dans le détail, les utilisateurs devront tout d'abord actionner la fonctionnalité en se rendant dans l'application Wallet et en candidatant pour un prêt entre 50 et 1000 $. Une fois le crédit accepté par Apple Financing, l'option de paiement fractionné avec Apple Pay Later apparaîtra au moment du passage en caisse chez les marchands acceptant les paiements avec Apple Pay. L'ensemble des échéances à venir sera résumé dans le tableau de bord de Wallet. La protection contre la fraude sera assurée par un partenariat avec Mastercard. Quant au coût pour les marchands, il sera compétitif par rapport à la concurrence, a indiqué un porte-parole de Mastercard sans plus de précision. Pas de pénalité de retard. Conçu avec la santé financière des utilisateurs à l'esprit, Apple Pay Later ne permettra pas aux consommateurs d'utiliser une carte de crédit pour ces paiements afin de ne pas encourager le surendettement. Apple a également choisi de ne pas facturer de pénalité de retard en cas de défaut de paiement. En revanche, Apple Financing précise qu'il prévoit de transmettre toutes ces données aux agences de notation de crédit à partir de cet automne. L'inflation aidant, les consommateurs sont de plus en plus nombreux à manquer ces occasions de paiement. Selon plusieurs sondages réalisés aux États-Unis, au moins 30% des utilisateurs de solutions BNPL se trouveraient dans ce cas de figure. Comment le live shopping révolutionne l'e-commerce en Europe, à lire sur e-commercemag.fr en date du 28 mars. L'association Live Shopping Europe inaugure sa première conférence mercredi 22 mars dernier à travers les expériences clients de Leroy Merlin, Sephora et Adormi US. Plusieurs spécialistes du live commerce reviennent sur cette tendance en pleine expansion. Live Shopping Europe diffuse les premiers épisodes de sa série de conférences Europe Goes Live. Au programme, les tendances et innovations du live commerce en Europe, l'occasion de laisser la parole à 3 acteurs du retail, Leroy Merlin, Italie, Sephora, France et Adormi, US. La prochaine édition aura lieu dans 2 mois, mercredi 24 avril. De la pub à la télé, aux réseaux sociaux, 70% des consommateurs européens se disent volontiers intéressés par le live shopping, selon Famester. D'ailleurs, 100 millions d'utilisateurs achèteront durant des sessions live en 2024, estime Research Institute. Cet univers en plein développement n'échappe pas aux enseignes déjà bien ancrées dans le quotidien des consommateurs. Leroy Merlin Italie, par exemple, investit ses réseaux sociaux pour présenter ses produits. Le live d'une 50aine de minutes réalisé le 30 avril 2022 a ainsi
conviés, un chef cuisinier et quelques 11 000 visionneurs, directs et rediffusions additionnés. Une équipe est actuellement dédiée à la stratégie digitale et au live shopping, explique Katerina Clara Ninsevich, Community and Network Manager, Leroy Merlin Italie, en montrant aux internautes la façon dont fonctionne notre barbecue et en le mettant en scène, nous créons une véritable expérience humaine en dehors de nos magasins. Miser sur des experts et des célébrités pour générer du trafic. Le live shopping comprend de multiples impératifs que nous pouvons résumer en 3 S, stratégie, storytelling and show host, explique Marina Chio, présidente, directrice générale et cofondatrice de Marlene Life en Italie. Ces show hosts, les invités, apparaissent souvent comme des experts, des influenceurs ou des célébrités. Une possibilité est retenue par Sephora France, notamment. L'enseigne digitalise son offre depuis 2021 en créant 2 équipes dédiées au marché italien et français, raconte Mélissa Aubert, responsable du marketing digital et de la stratégie des contenus pour Sephora France. Nous proposons aujourd'hui des lives dans 11 pays d'Europe et en Turquie, en y conviant des experts en la matière. Sephora collabore notamment avec l'actrice Shireen Boutella, rendue célèbre pour son interprétation du lieutenant Sofia Belkacem dans la série Lupin. Lors du festival de Calvi on Rocks en juillet 2022, l'artiste est par exemple invité à partager sa summer routine sur Instagram. Après de telles sessions live, les replays restent à disposition des consommateurs tant que les produits sont disponibles à l'achat, précise Mélissa Aubert. Retranscrire le réel dans le virtuel. L'année se ponctue d'événements commerciaux, les plus gros d'entre eux comme la période de Noël, des soldes d'été et d'hiver ou le Black Friday et le Cyber Monday apparaissent comme des rendez-vous à ne pas manquer pour les retailers. Ces fêtes commerciales présentent autant d'occasions à saisir pour capter les consommateurs et ou les fidéliser, insiste Ranjean Roy, directeur stratégie pour Adormi US. Les réseaux sociaux font aujourd'hui partie intégrante de notre stratégie et amènent davantage de trafic que les canaux traditionnels. C'est la raison pour laquelle nous y accentuons notre présence en amont des événements commerciaux. Intégrer le live shopping à sa stratégie marketing permet ainsi de créer des moments de rencontre et de connexion avec ses clients. Ce que cherche le groupe Casino avec ses premières opérations dans The Sandbox, à lire sur usinedigital.fr en date du 24 mars. Le groupe Casino débarque avec 2 aventures dans l'univers virtuel de Sandbox qui va mettre 10 marques françaises à l'honneur pendant 2 semaines. Les jeux du club Leader Price et des enseignes Casino font partie d'une stratégie destinée à tester le potentiel du metaverse, à fidéliser et à mener les clients en magasin. Explication. Les consommateurs sont-ils prêts à tout pour contrer l'inflation, y compris à compléter des quêtes épée à la main et à finir des jeux de plateforme pour trouver des trésors de bons de réduction? C'est ce qu'on va voir à l'occasion de la Paris Blockchain Week qui se tenait cette semaine. L'univers virtuel The Sandbox ouvre plusieurs expériences de marques françaises dans son metaverse et le groupe Casino, magasin Casino, Monoprix, Leader Price, Franprix, en fait partie. Le groupe, qui a acheté des terrains virtuels en 2021, fait partie des 10 marques sélectionnées pour l'opération French Weeks, destinée par The Sandbox du 23 au 6 avril. Il présente 2 expériences immersives portées le club Leader Price et les enseignes Casino. The Sandbox propose 8 autres expériences de marques, parmi lesquelles celles de Vivendi, Ledger, Celio, Partouche et Unibet. Le club Leader Price en pointe sur les NFT. Le jeu du club Leader Price qui se présente comme une quête Play to Earn dont le but est de réaliser une recette de cuisine en réalisant des mini-quêtes qui permettront aux joueurs de trouver les différents ingrédients. Était prêt depuis 1 an, mais il a fallu attendre The Sandbox que The Sandbox ouvre sa nouvelle saison aux joueurs. En attendant, Casino a lancé en avril 2022 une collection de NFT gratuits avec Ariani qui développe des outils de fidélisation pour les marques sur la blockchain, donnant droit à des réductions de différentes sortes. Depuis juillet 2022, elle a ajouté aux fonctionnalités de bourse d'échange pour permettre aux clients d'avoir accès aux réductions qui les intéressent le plus. Plus de 50% des prospects ont réclamé leur NFT. Si on met
de l'utilité dans les NFT, on touche un public beaucoup plus large que la cible des crypto-monnaies. Cette opération a permis d'améliorer la notoriété de l'enseigne tout en amenant les gens en magasin et en les fidélisant, explique Stéphanie Zolesio, DG exécutif de Casino Immobilier, qui pilote tous les sujets web, Web3, NFT pour le groupe. Le Club Leader Price, qui existe depuis avril 2020, est un service d'e-commerce et de livraison de courses à domicile, proposant majoritairement la marque Leader Price et une formule d'abonnement. La petite équipe de cette enseigne, 15-20 personnes, fonctionne en mode start-up et son agilité nous a naturellement conduit à lui donner le lead sur le Web3. De plus, la nature du club fait que ses clients étaient déjà digitaux et il possède une vraie communauté sur les réseaux sociaux. Tracer les comportements d'achat. Le jeu de casino est un peu différent puisqu'il propose une expérience play to learn tournée vers l'alimentation saine et la nutrition, alliant des contenus et du jeu. La dimension marketing est bien sûr présente pour amener du trafic en magasin. À l'issue des mini-jeux, les 1000 joueurs les mieux classés recevront des bons de réduction. Un tirage au sort permettra par ailleurs de gagner un repas dans un restaurant étoilé. Les deux expériences ont été créées par le studio Ben Builders. L'objectif général est double, communiquer de façon plus directe et immersive avec nos clients et tester le potentiel du Metaverse comme nouveau canal complémentaire de communication dans une logique Drive to Store, expose Stéphanie Zolesio. L'intérêt du Web3, poursuit-elle, c'est aussi de décentraliser la donnée. Le wallet trace les comportements d'achat et pas les identités, ce qui est plus intéressant pour nous. Des projets pilotés par Casino Immobilier. Pour l'instant, le groupe Casino déploie ses initiatives Web3 dans une approche test and learn autour de 4 grands axes. L'infrastructure, les metaverses, les NFT comme nouveau levier marketing de fidélisation et l'éducation de sa clientèle. Le groupe stéphanois est entré dans la blockchain par l'angle de la tokenisation immobilière, ce qui explique que Casino Immobilier soit l'entité qui pilote les projets. Mon métier, c'est de fabriquer des espaces pour que les enseignes s'expriment. C'est la même logique que ce soit sur des cadastres réels ou des parcelles dans le Web3. La gestion de projet, les méthodes, les logiques financières sont les mêmes, analyse Stéphanie Zolesio. Un bon professionnel de l'immobilier, Casio Immobilier, a négocié ses parcelles directement avec The Sandbox dans le cadre d'un partenariat plus large avec la plateforme, ce qui lui a permis de bénéficier de conditions préférentielles, bien qu'il s'y soit pris au moment où les terrains avaient plus de valeur qu'aujourd'hui. Ce n'est pas le cas de Carrefour qui est passé par l'intermédiaire de CoinHouse. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.